Bonsoir tout le monde. Donc vous êtes tous venus écouter un petit peu de musique africaine, je pense. La musique africaine, elle est très diverse. Ça va être difficile de prétendre en faire le tour pendant une heure et demie peut-être. Mais bon, je vais finalement essayer de vous faire partager ce que j'aime dans la musique africaine. Quand je dis musique africaine, ce dont on va traiter là, on va essayer de limiter un petit peu, c'est la musique de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire. On ne va pas parler de la musique d'Afrique du Nord, qui est encore un autre continent musical. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, hein, l'Afrique, celle-là, l'Afrique subsaharienne, c'est déjà à elle toute seule un continent musical. Et la musique africaine, c'est une musique qui a des points communs, et en même temps, c'est une musique qui est vachement diverse. L'Afrique, c'est un continent, donc un ensemble de nations, de pays, de gens qui vivent pas forcément sous les mêmes climats. Certains vivent en ville, d'autres dans la brousse. Il y a des situations très diverses, et ça s'entend dans la musique aussi. Et puis il y a un truc, bonjour Brigitte, il y a un truc super important, entre autres, hein, il y en a beaucoup, mais il y a un truc super important, c'est que l'Afrique a été un continent colonisé par les Européens, hein, par les Portugais, les Français, les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Hollandais, les Espagnols, un petit peu. Voilà. Les Belges, bien sûr. Ouais, j'ai oublié les Belges. En fait, je confonds un peu les Belges avec les Français, puisqu'on parle souvent de l'Afrique francophone, et les Belges sont francophones. Donc, dans la musique, c'est difficile de faire la différence des fois entre, par exemple, au Congo, le Congo belge, et le Congo, anciennement le Congo français, qui s'appelle encore le Congo belge, il s'appelait Zaïre, et il s'appelle maintenant la RDC, la République démocratique du Congo. Donc l'histoire coloniale, elle a une grande influence sur la musique africaine. On commence doucement, hein. Comme je vous l'ai dit, ça va être difficile de faire le tour, de parler de tout et de tout le monde. Il y a des styles, il y a des époques, il y a des régions. Je vais vous en donner comme ça des petits aperçus. Et puis vous me direz ce que ça évoque en vous. Et puis peut-être si vous connaissez des choses vous-même que moi j'ignore, on essaiera de partager de cette façon. Alors ça c'est quoi? On va mettre un petit fond musical quand même. C'est une carte de l'Afrique, hein, comme vous pouvez voir. Mais elle a une particularité, cette carte de l'Afrique, c'est qu'elle date de 1925. Et en 1925, l'Afrique c'est quoi? C'est des colonies. Il y a très peu de pays indépendants à cette époque-là. Pourtant il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'un siècle. Mais il y a quoi comme pays indépendants? Il y a l'Éthiopie, l'Égypte et le Libéria. Je crois que c'est tout. Je peux me tromper, mais... Bon, voilà, l'Afrique francophone, occidentale, Afrique occidentale française ici, l'Algérie, hein. Algérie, Maroc, Tunisie, hein, c'est regroupé. Et puis l'Afrique, ce qu'on appelait l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Si je montre cette carte, c'est parce que l'Afrique équatoriale, alors pas que française cette fois, hein, j'engloberais dedans le Congo, disons l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Ça correspond à des styles musicaux assez caractérisés, assez différenciés. Je vais vous faire écouter quelque chose. Peut-être que vous êtes venus pour ça d'ailleurs, pour écouter de la musique. Alors si vous le souhaitez, après, vous me laisserez une adresse mail, par exemple, et je pourrai vous communiquer d'une part une discographie, ce qu'on retrouve là en gros, et d'autre part une bibliographie, parce qu'il y a aussi des livres, alors j'en ai mis quelques-uns là, des livres qui sont intéressants, puisque
le continent africain ne produit pas que de la musique, il produit aussi de la littérature. Il y a aussi des écrits sur l'Afrique. Et tout ça, ça forme vraiment un tout qui est indissociable. Alors, je m'étais dit que j'allais commencer par... excusez-moi, pour la caméra, je prends le micro. Je m'étais dit que je commencerais par finalement les choses que moi j'ai entendues quand j'étais petit, parce que j'ai entendu des choses que j'ai su après être de la musique africaine. Et je vais essayer de vous trouver quelques-uns de ces morceaux, des vieux morceaux donc des années 60, qui sont passés à la radio, que peut-être certains d'entre vous connaissent, que sur le moment, moi je ne fais pas attention, pour moi c'est de la musique, comment je disais, de la musique des îles. Je ne faisais pas la différence entre ce qui pouvait venir de Polynésie ou du continent africain ou des Antilles. En gros, hein, c'est les trois pôles musicaux qui relèvent de l'exotisme, avec ce côté couleur locale. Et donc j'entends des choses. J'entends par exemple... Voilà, ça tout le monde connaît. Et vous voyez de qui je veux parler? Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Tous les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Alors je pourrais pas forcément passer l'intégralité de tous les morceaux. C'est plus pour vous donner envie après d'aller chercher des trucs peut-être, des trucs. Mais oui, tiens, c'est vrai, il y avait ça, j'avais oublié. Et Henri Salvador, qu'on vient d'entendre là, il reprend, c'est en 62, il reprend un morceau de musique traditionnelle, on va dire, d'Afrique du Sud, qui avait un titre anglais, qu'il traduit en français, Le lion est mort ce soir. Ça reste typique de la musique de l'Afrique du Sud, au sens où c'est... comment dire, c'est choral, par exemple. Ce morceau-là, il est très choral. Et la musique d'Afrique du Sud à cette époque, elle est très chorale aussi. On a donc Henri Salvador qui reprend ce morceau d'Afrique du Sud. Et finalement, sans faire attention, moi je capte pas en entendant ça à la radio, j'ai quoi, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans, je capte pas que c'est de la musique africaine. Je capte simplement que c'est un morceau qui me plaît. C'est bien plus tard que je m'aperçois que c'était de la musique africaine, surtout qu'Henri Salvador, il avait l'image surtout d'un amuseur, pas tellement d'un chanteur africain, et d'ailleurs qu'il n'était pas, puisqu'il était d'origine guadeloupéenne. Donc je découvre après que c'est un morceau africain, que c'est un morceau qui a une histoire, et que c'est connecté avec plein d'autres choses de la musique africaine. Et finalement, ce sacré Henri Salvador, ben, il nous fait accéder à la musique africaine, mine de rien. Un autre morceau, un peu de la même époque, c'est-à-dire les années 60, un morceau très connu également, qu'on a dû entendre sur les radios à l'époque. Je vais essayer de vous montrer la vidéo, si YouTube veut bien
fonctionner, ça a l'air d'aller. Voilà, ça démarre. Un peu de son. C'est un peu lent au démarrage, mais je crois que ça vient. Voilà, c'est une vidéo qui date de 67. Vous avez vu le titre, donc j'ai vendu la mèche. Je monte un peu le son. Si ça fonctionne mal sur YouTube, je mettrai le morceau autrement. Ça fonctionne mal. Marche. Donc la vidéo est de 67, le morceau a été enregistré plusieurs fois. C'est souvent le cas avec la musique africaine, on a du mal à savoir de quand datent les morceaux. On en trouve une version, moi j'ai trouvé la version de Pata Pata, une version en public qui est la plus diffusée ici, elle date de 77. Puis après on se dit mais c'est un morceau qui est plus ancien que ça. Alors on trouve une version studio enregistrée en 72, et puis finalement celle-là, qui date de 67 et qui est aussi bien que les autres, hein, finalement. Donc déjà en 67, mais je crois qu'elle avait enregistré une dizaine d'années avant, mais déjà en 67, le morceau, tout est là, quoi, tout est placé, et le morceau est super. Donc c'est, on a dit, Myriam Makeba. Pata Pata de Myriam Makeba. Là, finalement, on est encore en Afrique du Sud. Myriam Makeba est originaire d'Afrique du Sud. Elle émigre assez rapidement aux États-Unis parce que l'Afrique du Sud est encore sous le régime de l'apartheid. Elle a du mal à s'exprimer comme elle voudrait le faire. Donc elle émigre aux États-Unis, elle enregistre ça aux États-Unis. Et puis ensuite, ça passe en France, on l'entend beaucoup sur les radios, elle l'enregistre à nouveau en France, et puis voilà, ça fait un tabac dans les années 70, je pense. Le morceau est enregistré la première fois largement en 67, mais c'est dans les années 70 qu'on l'entend vraiment. Et dans les années 70, moi j'ai entendu un autre truc, alors ça, donc c'était l'Afrique du Sud. J'essaie de rattacher toujours géographiquement parce que c'est important, les musiques elles se reconnaissent, suivant l'endroit d'où elles viennent, elles ont un style particulier, elles ont toujours un petit quelque chose. Et là, on va écouter un morceau de musique camerounaise de la même époque, première moitié des années 70. Très connu aussi. Et ça, c'est qui? Manu Dibango, grand joueur de saxophone. Et il cartonne avec ce morceau. En 73, ça sort en 73, et il cartonne vraiment bien. En France, aux États-Unis, partout. Le Cameroun s'est situé là.
makosa. Alumna sisi yao ya sama makosa. Amuna ye, koma sama makosa. Pendant ce temps, c'est-à-dire au début des années 70, il y a dans tout un tas de pays une certaine dynamique culturelle. C'est l'époque d'après les indépendances. Les indépendances, en gros, dans toute l'Afrique, c'est le début des années 60. C'est même, pour pas mal de pays, 1960. Et à partir de là, il se passe beaucoup de choses. Bon, il y a bien sûr le célèbre, alors je dis célèbre parce que moi je l'ai beaucoup écouté, mais est-il si célèbre que ça? Il y a un morceau qui s'appelle Indépendance Cha-Cha, qui date de 1960. Ce rythme latino, on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle la rumba congolaise ou la rumba zaïroise. Là, on est au Zaïre. Et on fête l'indépendance. Alors avec tout un tas de références, si on écoute les paroles, il est question d'une table ronde, avec tout un tas de références politiques de l'époque que moi je ne connais pas forcément, mais elles sont présentes et si on s'attache à comprendre de quoi il parle, on s'aperçoit que c'est une chanson très, très orientée, qui vraiment fête l'indépendance au sens où voilà, on va, en tant qu'Africain, on va enfin pouvoir s'assumer et faire des choses, avancer, construire. C'est le Congo belge, ici. Le Congo, il est séparé en deux Congos qui sont chacun de part et d'autre du fleuve Congo, qui s'est appelé aussi fleuve Zaïre. Le Congo belge s'est aussi appelé Zaïre. Le fleuve, il est là, c'est la frontière. Là, il y a le Congo, alors on l'appelle Congo Brazza. Et l'autre Congo, à l'époque des colonies, hein, il y a le Congo-Brazza, et l'autre Congo, c'est le Congo belge. Et la capitale des deux Congos qui est à cheval sur le fleuve, là, c'est d'un côté, c'est Brazzaville, parce que je crois qu'il y avait un gars qui s'appelait Savorgnan de Brazza, un conquérant peut-être au 18e ou au 19e, et qui a donné son nom à cette ville, côté français. Et de l'autre côté du fleuve, en fait c'est la même ville, mais le fleuve est super large. De l'autre côté du fleuve, c'est Léopoldville. Léopold, le roi des Belges. Donc il y a Brazzaville et Léopoldville. Aujourd'hui, Léopoldville, c'est Kinshasa. Parce que le Congo, c'est aussi appelé Congo-Kinshasa. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Il a pris plein de noms, ce grand pays tout à fait au centre de l'Afrique. Congo belge, Congo-Kinshasa, puis Zaïre, puis République démocratique du Congo aujourd'hui. Et alors la musique du Zaïre, du Congo, de toute cette zone d'Afrique centrale, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est d'une richesse inouïe et encore aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les morceaux qu'on a écoutés sont pas ce qu'on pourrait appeler des morceaux de musique traditionnelle. Et c'est pas tellement mon propos de parler de musique traditionnelle, parce que j'ai l'impression que pour l'Afrique c'est une distinction qui n'est pas très pertinente. La musique africaine, elle est très vivante, et en fait la musique que nous on aurait tendance à appeler traditionnelle, il y a eu des enregistrements de faits, il y en a encore aujourd'hui des enregistrements de faits qui sont faits par des gens qui vont dans les campagnes et qui essayent de trouver des musiciens qui ne travaillent que sur des instruments traditionnels. Mais en fait la musique africaine est tellement vivante que les instruments traditionnels sont inclus dans la musique africaine, on les entend partout, c'est-à-dire qu'on va avoir des morceaux dans lesquels on entend en même temps le ngoni, qui est une espèce de petite guitare à 3 cordes, je crois, une guitare allongée comme ça, en bois, sec, qui d'ailleurs fait un son très sec, et ce ngoni, il est régulièrement mélangé avec la guitare électrique,
et ça n'est pas un problème. Vraiment, la musique africaine est une musique vivante, très vivante au sens où elle se danse toujours, même s'il y a un discours très politisé souvent. La musique africaine, elle est faite pour la danse. Alors on passe dans la zone qu'on appelle aujourd'hui Afrique de l'Ouest, avec un groupe qui s'appelle Bembeya Jazz. Et toujours le début des années 70. La Guinée, c'est quelque part par là. Ça va le volume? Mes copains ont des villas. Bon, des paroles un petit peu naïves, hein, mais intéressantes. Mes copains ont des voitures, mes copains ont des villas. Oh, mais moi je m'en fous. Il y a des chansons comme ça qui font partie de la mémoire collective. Moi, il y en a parfois qui me semblent reconnaître, alors que je me souviens absolument pas d'avoir entendu Bembeya Jazz à la radio, ici, dans les années 70. Mais peut-être que si. Ces motifs, ces refrains, par exemple, en français, et avec cette naïveté, cette légèreté. L'oiseau fait son nid. La Guinée, à l'époque, là, c'est 71, c'est Sékou Touré, je crois, qui est président de Guinée. Alors il arrive, je crois que c'est lui, il arrive à l'indépendance, donc ça doit être 1960, l'indépendance. Il instaure un régime marxiste, comme c'était le cas dans plusieurs pays d'Afrique au moment des indépendances. Et parmi les créations, on va dire, de ce régime, il y a eu une politique culturelle super dynamique, vraiment une politique culturelle volontariste dans laquelle on va chercher les orchestres dans les campagnes, dans laquelle on les encourage, on leur propose des festivals, on leur propose de participer à des rencontres, on les promeut, on les enregistre, et c'est pour ça qu'on a ce genre d'enregistrement aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait cette politique culturelle très volontaire. Bon, le régime de Sékou Touré, après, il a été ce qu'il a été. Le temps passant, il est devenu sans doute plus accro au pouvoir qu'à ses idées de départ. Mais il a quand même produit, c'est vrai, au départ, au moment des indépendances et pendant pas mal d'années qui ont suivi, il a produit des choses super intéressantes, et notamment ces concours de musique qui étaient caractéristiques de la Guinée, de la musique guinéenne. Ça, c'est un concert enregistré au Palais du Peuple de Conakry. Une autre chanson très belle, un peu plus tardive, mais qui est représentative aussi de la musique guinéenne. C'est Bala et ses baladins qui nous chantent Paulette. L'orchestre, je crois que ça s'appelait à l'époque l'orchestre des Jardins de Guinée, qui devait être une paillote ou un restaurant à Conakry, qui avait son, ou une boîte, peut-être une boîte de nuit, qui avait son orchestre attaché, comme c'était le cas beaucoup dans tout le pays à l'époque, que ce soit, enfin en Afrique de l'Ouest principalement, que ce soit à Dakar ou à Conakry en Guinée ou au Mali, à Bamako, il y avait des orchestres attachés, soit à la gare,
soit à un hôtel, soit à un restaurant, soit une boîte de nuit. Les orchestres étaient attachés et produisaient une musique vraiment vivante et qui a donné de beaux enregistrements. La guitare électrique, là-dessus, elle est caractéristique. La guitare électrique, tout à l'heure je vous le citais comme exemple du fait que la musique africaine elle est vivante, elle est toujours vivante, elle l'a toujours été. Et la guitare électrique elle est vraiment omniprésente dans cette musique, hein. On l'entend là-dedans. Donc là c'est la Guinée, donc l'Afrique de l'Ouest, mais on l'entend aussi énormément dans la musique du Zaïre Congo. La guitare électrique est partout. Un petit morceau toujours bien vieux, 67, de la rumba zaïroise. Quand j'entends ça, je me dis qu'effectivement, ça ne m'étonne pas que j'ai pu confondre quand j'étais petit cette musique avec la musique polynésienne, la musique hawaïenne, parce que la guitare, elle est traitée un peu de la même façon, la guitare électrique. Là. Tu m'as déçu, chouchou, je suis resté ignoble. Allez savoir. Pour parler de l'importance des guitares, on va rester dans la même région, mais on va faire un bond une trentaine d'années, non une vingtaine d'années, morceau de 88, là je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, c'est Marcori Gasoil de Zitani Nail. Alors c'est un morceau zaïrois, par contre il fait référence à ce qui se passe à Abidjan. Marcori Gasoil c'est un quartier d'Abidjan, Abidjan en Côte d'Ivoire donc. Attention la guitare. Ça va pas tarder. C'est Dali Kimoko qui joue de la guitare. Je cite son nom parce que c'est un grand guitariste zaïrois. Et cette guitare très haut placée, guitare électrique, elle est vraiment caractéristique de la musique zaïroise, elle est omniprésente. Alors là, on n'est plus dans la rumba zaïroise, mais on est dans la suite de la rumba zaïroise, c'est-à-dire le soukous. Aujourd'hui, on entend plus le soukous.
Alors le soukous qu'on confond parfois avec le zouk, quand on l'entend sans savoir qu'il s'agit de musique africaine, mais c'est typiquement de la musique africaine. Un autre exemple de guitare, cette fois congolaise, mais comme on l'a dit, il suffit de traverser le fleuve pour se retrouver au Congo. Donc voilà Pierre Moutouari avec Missengue. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que la guitare porte tout, elle porte le morceau et c'est elle qui en est la signature. Voilà Brazzaville et Léopoldville là, de part et d'autre du fleuve Congo, et là on est à Brazzaville. On a écouté un petit peu de musique d'Afrique du Sud, puisqu'on a écouté le morceau d'Henri Salvador tout à l'heure, le morceau de Myriam Makeba aussi. Bon, Henri Salvador, hein, on l'a dit, il n'est pas africain du Sud, mais son morceau Le Lion est mort ce soir, c'est une reprise d'un grand standard d'Afrique du Sud. Je dis ça parce que parmi les quelques pays qu'on a visités, l'Afrique du Sud est le seul pays non francophone. Parce que l'Afrique, elle est vraiment, elle a été en tout cas vraiment découpée par la colonisation et les influences qui ont suivi, qui en restent de cette colonisation, elles sont dans la musique, par exemple, pas seulement dans la musique, dans la littérature aussi, mais elles sont omniprésentes. Donc l'Afrique du Sud, longtemps sous influence anglaise, hollandaise, un petit peu allemande pour la partie ouest, et puis en bleu là, l'Afrique francophone, donc le Congo Brazzaville, et puis toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc la partie plutôt anglophone, c'est bon, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est que je connais peu et dont je vous ferai peu écouter la musique là parce que je la connais peu justement. C'est vrai que j'ai eu tendance à avoir plus accès aux enregistrements de musique francophone, donc je connais mieux la musique d'Afrique de l'Ouest, la musique d'Afrique centrale, et je connais beaucoup moins bien toute la partie anglophone que je vous encourage à découvrir. Par exemple, bon, l'Afrique du Sud, on en a vu un peu, on en écoutera d'autres tout à l'heure, mais il y a aussi le Nigeria, qui est un pays très important pour la musique. Le Nigeria, c'est par exemple Fela, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Fela, c'est la musique nigériane. Et puis le Nigeria avec le Ghana, c'est un style musical, donc le Ghana, autre pays anglophone, et il se trouve que ces pays-là, anglophones, ont eu une influence musicale particulière. Il y avait au début au Ghana ce qu'on appelle le High Life, et puis ensuite au Nigeria ce qu'on a appelé avec Fela le Afrobeat, qui sont un peu les avatars d'un même genre musical qui est
à peu près absent dans la musique des pays francophones. Highlife et Afrobeat, c'est des rythmes typiques des pays qui étaient anglophones au départ. Je vais vous faire écouter un morceau de Highlife qui date un peu. Itimensa, avec une chanson encore une fois très politique, une chanson de 61. On a l'impression d'entendre une forme de jazz, peut-être bebop, je sais pas, je ne m'y connais pas trop en jazz, mais une forme, à cause de ces cuivres, une forme de jazz particulière, mais qui est là aussi, encore une fois, vraiment africaine. Ghana, Guinea, Mali Union has laid down a strong foundation for redemption of Africa, for which we've been strongly fighting. Ghana, Guinea, Mali, the nucleus of the great union. Ghana, Guinea, Mali, Africa's strongest foundation. Puis alors les paroles, c'est Ghana, Guinée, Mali, Africa Strongest Foundation. En fait, il est question d'une union africaine qui a duré pas très longtemps, en gros entre 60 et 62, 1 an et demi, 2 ans. Une union qui rassemblait la Guinée, le Ghana et le Mali. Ghana, la Guinée qui est là, et le Mali qui est là. The nucleus of the great union, Ghana, Guinea, Mali, has no one's been laid forever. Une union qui est construite sur des bases marxistes, encore une fois. On n'est pas vraiment dans la politique là, on est dans l'histoire, c'est d'histoire qu'il s'agit. Cette incursion du marxisme en Afrique, elle est importante à divers titres et on la retrouve partout, on la retrouve là par exemple. Africa's strongest foundation, Ghana, Guinea, Mali, the nucleus of the great union, Ghana, Guinea, Mali, has no one's been laid forever. Merci de votre patience. C'est pas terminé. On a parlé de pays francophones, on a essayé d'aborder les pays anglophones, ça n'est pas ma spécialité, mais j'ai quelques morceaux quand même, celui-là, donc c'était la musique du Ghana. Alors, musique du Ghana des années 60, donc en même temps, quand on entend ça aujourd'hui, il est difficile d'y trouver les sonorités qui sont propres justement au Highlife dont je parlais tout à l'heure, mais néanmoins elles y sont. En fait, c'est quand on écoute des morceaux comme ça, les uns après les autres, qu'on finit par s'apercevoir qu'il y a des similitudes, qu'il y a des points communs, et que finalement la géographie, elle a sa place dans la musique. Au Nigeria, un petit peu plus tard, c'est Fela donc qui représente la musique du Nigeria. Donc Nigeria, grand pays, 100 millions d'habitants, une capitale énorme, Lagos. Et donc ça, c'est l'afrobeat. Une musique très anglo-saxonne, quelque part teintée de funky par exemple. On entend de la funky music là-dedans. Ça swing. Donc Fela Kuti,
qui a un rapport avec peut-être avec James Brown aussi, c'est la même époque et ça fait parfois penser à la musique de James Brown. Je fonctionne beaucoup comme ça, par association d'idées, j'écoute un truc, ça me fait penser à autre chose. Fela fonde une république à Lagos, une république entre guillemets, une république un peu folklorique on va dire, avec toute sa famille, toutes ses femmes, et puis un refus des règles qui sont les règles de l'État, pour lui successeur de l'État colonial. Merci Patrick. La République, je ne sais plus comment elle s'appelle cette République, bon, c'est un peu anecdotique, mais il y avait un grand mouvement autour de Fela. C'était un personnage très charismatique. Fela a beaucoup de femmes, donc beaucoup d'enfants. Et ces enfants font de la musique, un peu à la manière des enfants de Bob Marley par exemple. Femi Kuti, donc ils ont plus ou moins tous un rapport étroit dans la musique qu'ils font avec l'afrobeat, avec la musique de Papa, de Fela. Par exemple Femi Kuti qui est le premier à enregistrer, donc une musique plus récente, mais qui n'est pas sans rapport avec la musique de son père. Femi Kuti. Très funky aussi. Toujours des cuivres, alors que dans la musique issue des pays francophones, les cuivres ont petit à petit cédé la place à d'autres instruments. Dans la musique anglo-saxonne, ils sont toujours restés très présents, les cuivres. Peut-être sans faire attention, des fois j'ai un discours néocolonialiste, non vous me le dites. Parce que par exemple là je dis musique anglo-saxonne, bon je devrais dire peut-être musique issue des pays qui ont été sous l'influence anglo-saxonne. Ou les pays anglophones, on peut dire aussi. Parce que c'est vrai qu'autant dans les pays d'Afrique de l'Ouest, la langue utilisée le plus c'est le français, ben dans les pays de l'ancienne sphère d'influence anglaise, c'est l'anglais. Ghana, Nigeria, Afrique du Sud, Kenya. En rose sur la carte. Ce morceau date de 98, donc on est dans une musique beaucoup plus récente. Les percussions par exemple, elles évoquent immanquablement la musique de Fela. Un autre musicien qui est originaire du Nigeria, mais qui a suivi une carrière qui l'a fait s'éloigner un peu de la musique africaine, Kezia Jones, et dans lequel on retrouve les accents de la musique africaine. Il part de Lagos, la capitale.
Le titre c'est Lagos vs New York. Il n'y a pas plus funky que Kezia Jones. Lagos aujourd'hui c'est une ville de 10-15 millions d'habitants, c'est quelque chose d'énorme. Kezia Jones, donc, qui a des places régulièrement fort honorables dans les charts américains. Ben, on dirait en fait que les musiciens issus d'une sphère d'influence anglaise, ben, ils passent par les circuits anglais, américains, anglo-saxons. Et les musiciens issus de la sphère d'influence française, ben, ils passent par les studios de Paris, par exemple, par des circuits de diffusion français. Et du coup, voilà, c'est plus facile pour nous de nous intéresser à la musique francophone. Puis bon, comprendre les paroles, ça aide aussi. Alors une chanson qui, moi, m'a rappelé quelques souvenirs. Une reprise, encore. Une reprise d'une chanson à l'origine qui a été créée au Cameroun. Cameroun frontalier avec le Nigeria. Henri Salvador. Henri Salvador qui traduit une chanson qui était chantée à l'origine en camerounais, on peut dire ça. Lui, il la chante en 82. La musique africaine est très dansante, hein. Moi, je suis tenté de chalouper légèrement, mais c'est vraiment une musique tout le temps dansante. D'ailleurs, il y a une partie de la musique africaine, qu'on a mis du temps à entendre ici, c'est la musique du Mali, qui est une musique qui passe pour spirituelle. Mais je me souviens, pour avoir fait un petit séjour là-bas en Afrique de l'Ouest, je me souviens que dans les boîtes, cette musique-là, spirituelle, qu'on qualifie de spirituelle, en fait, elle est aussi présente que le reggae, que la salsa, que le soukous qu'on a entendu tout à l'heure. Donc la musique malienne, et on danse autant sur la musique malienne que sur le soukous ou la salsa. Un peu de musique malienne peut-être. Avec Oumou Sangaré et Moussolou. Je ne sais pas ce que veut dire Moussolou, mais je sais juste que Mousso, c'est la femme. Mousso, c'est la femme. On entend ça très souvent dans les chansons africaines. Et donc, Oumou Sangaré, je suppose, une malienne, je
Je pense qu'elle parle de la condition de la femme dans cette chanson. Du blues. Des instruments de percussion traditionnels, de la guitare électrique, puis vous allez voir de la voix. D'abord les chœurs. Si vous avez l'occasion de l'avoir sur scène, je l'ai vu et c'est vraiment inoubliable. C'est caractéristique, donc un peu de balafon, un peu de percussion, de la guitare électrique, de la basse, de la batterie, et puis les voix. Une voix principale, des chœurs qui se répondent sans cesse. Un autre morceau d'une autre chanteuse malienne, Ami Koïta, avec du balafon en intro. Le Mali donc. Bamako, ici. Une voix criarde, la voix d'Ami Koïta, mais en fait une musique qui, je vous assure, fait son petit effet. Cet enregistrement-là doit dater du début des années 90, l'époque où, personnellement, je découvre cette musique, en fait. Auparavant, j'avais entendu, je vois un morceau de Mori Kanté, là. Auparavant, j'avais entendu ça, j'avais entendu Mori Kanté, c'était
en 83 ou 84, c'était ça. Yeke Yeke, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce morceau. Et Mori Kanté, il est guinéen, il joue de la kora, donc on découvre plein de choses à travers ça. Hein. On découvre cette musique mandingue, hein. Je parlais de musique malienne tout à l'heure, on dit aussi souvent la musique mandingue, parce qu'en fait c'est le Mali, la Guinée, une partie de l'est du Sénégal aussi. C'est toute cette zone, un peu le Burkina Faso, c'est toute cette zone qui est sous l'influence de cette musique, la musique mandingue. Je vais vous faire écouter ce morceau de Mori Kanté. Ça va le petit enfant? Très jolie la kora là-dessus. Kora électrique, hein, mais peu importe. « 1984, Guinée. Et en fait un morceau enregistré à Paris. La Guinée française. Et il y a 30 ans quand même, hein, 84. À l'époque, on entend encore assez peu de morceaux de musique africaine. Ils sont parfois pas très typés musique africaine. Celui-là, oui, c'est vraiment de la musique de Guinée, même si elle est électrique, ça fait rien, c'est caractéristique. Par contre, ce morceau de Touré Kunda, très joli, pas forcément caractéristique de la musique sénégalaise. 1983. Peut-être le premier morceau de Touré Kunda à les faire accéder aux médias. Avant Emma. Ils sont de Casamance, les Touré Kunda. C'est une région qui est tout à fait au sud du Sénégal. En dessous de la Gambie c'est ça. Et là il y a une partie du Sénégal un peu séparée, c'est la Casamance. D'ailleurs, il y a des mouvements indépendantistes là-bas depuis toujours. La grande ville de Casamance, c'est Ziguinchor. Je vais vous proposer maintenant un autre groupe sénégalais qui ne fait pas une musique non plus très typique de la musique sénégalaise, mais qui a fait
qui a fait son beurre avec finalement une réminiscence de la salsa. Le tout chanté en Wolof. Africando. Des musiciens africains qui se réunissent pour faire de la salsa. La bonne salsa. Alors un aller-retour, hein, on admirera le parcours géographique de ces musiciens qui sont partis il y a 400 ans des côtes du Bénin, ce qu'on appelait à l'époque peut-être le Dahomey ou le royaume d'Abomey, et puis qui sont allés faire les esclaves dans la Caraïbe, qui là-bas ont construit petit à petit des musiques, dont la musique latino, avec l'aide sûrement des Espagnols, et puis qui sont revenus avec leurs congas, sont revenus en Afrique, et là ils ont finalement donné naissance à la rumba zaïroise et à ce genre d'avatar de la salsa africaine. Je vous ai parlé des Français, des Anglais, des francophones, des anglophones. Et est-ce que vous savez ce qu'on appelle lusophone? Ça vous dit quelque chose, ce mot, lusophone? Donc il y a les Français, il y a les Anglais. Et le troisième pays qui est très présent historiquement en Afrique, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Allemagne, c'est pas... Oui, c'est le Portugal, c'est ça. Les lusophones, c'est ceux qui parlent portugais. Comment on trouve ce préfixe? Lusitanos. Ouais, Lusitanos, ouais. Il y avait un paquebot qui s'appelait le Lusitania à une époque. Lusitania, c'est le Portugal. La Lusitanie. Comme l'Espagne, c'est quoi l'Espagne? C'est l'Ibérie. Donc les lusophones, ils sont présents en Afrique, ils sont présents en Angola, au Mozambique, par là, pas à ma connaissance. Au Gabon, il est où le Gabon? Le Gabon, c'est pas. Parce que là, il y a l'Angola. Les Portugais, c'est les Verts. Alors, ça, je crois que c'est ce qu'on appelait... Non, je sais pas. Ça? Non, c'est pas le Gabon, ça. Gabon dessus. Le Gabon, je crois que c'est une création contemporaine. Qui c'est qui m'a parlé du Gabon? Non, il est au-dessus, le Gabon. C'est au-dessus? Juste en dessous, le truc jaune, là. Tu vois le Gabon? Écoutez, tu vois le truc jaune, là, le petit carré jaune dessous. C'est ça, le Gabon. Exact. Ah oui, c'est l'Afrique équatoriale française, Gabon, Congo, et puis là, l'Oubangui-Chari. Ouais, l'Oubangui-Chari, c'est-à-dire la Centrafrique aujourd'hui. Oubangui-Chari, c'était les deux fleuves. Donc je parlais de l'Afrique portugaise. Le Gabon était francophone, hein, il n'était pas lusophone. Mais les lusophones, il y en a d'autres. Donc Mozambique, Angola, je connais pas trop, mais on va écouter de la musique de l'Angola. Vous allez voir que vraiment, comme la musique du Cap-Vert, d'ailleurs autre pays lusophone, et puis la Guinée portugaise, qui s'appelle aujourd'hui la Guinée-Bissau. Mais bon, les musiques qu'on entend le plus, c'est la musique d'Angola et surtout la musique du Cap-Vert, avec Césaria Évora et quelques autres artistes. Je vais vous faire écouter un peu de musique portugaise. Enfin non, pas portugaise, attention. C'est toujours mon schéma néocolonial qui prend le dessus. Musique qui parle portugais.
Alors des morceaux de musique angolaise de l'époque de la rumba zaïroise qu'on a écouté tout à l'heure, donc début des années 70. Donc voilà, par exemple, Saudades de Luanda, Luanda, la capitale de l'Angola. Bon, le morceau s'appelle Saudades. Et cette nostalgie qui est présente dans le fado, dans la musique portugaise en général, on la retrouve là. Et ça, c'est de la musique angolaise. Il y a cette guitare un peu la même que la guitare congolaise. Donc on a la saudade. Une espèce de, comme ça, de regret, voilà, de quelque chose de perdu. Et c'est marrant, cette couleur de la musique, on la retrouve dans la musique du Cap-Vert, dans la musique de Cesaria Evora par exemple. Ça, c'est un groupe qui s'appelait Os Quiezos. Tous ces groupes ont accédé à l'enregistrement dans des conditions parfois difficiles, surtout dans les années 70. C'est pas évident. Donc les indépendances sont récentes. Il n'y a pas forcément beaucoup de moyens en Afrique. C'est des gens qui se font pas forcément connaître en dehors de leurs frontières, ou en tout cas, ça prend du temps. Parfois, dans le meilleur des cas, ils se font connaître dans, comment on peut dire, pour pas être trop plaqué à un schéma néocolonialiste, ils se font connaître dans le pays d'origine. Non, pas d'origine. Bon, eux, par exemple, au Portugal. Les anciens pays de l'Afrique francophone, en France. Donc là, ça leur permet d'avoir des débouchés, peut-être accès à des studios d'enregistrement et tout ça. Mais par exemple, dans le cas des Angolais, l'Angola c'est vraiment un des pays les plus pauvres parmi les plus pauvres, ils arrivent quand même à enregistrer. Peut-être dans les années 70, c'était même plus facile dans une certaine mesure qu'aujourd'hui. Donc on a plein de traces de cette musique angolaise, très teintée, très colorée, aujourd'hui, qu'on peut écouter assez facilement. Et donc pour ce qui est du Cap-Vert, avec la cora, je crois que c'est une cora qui l'accompagne. Foi ontem que amor nascer feliz amor, mas hoje sem piedade vos pedaçar esse amor. Quando se dói, vou deixar managonia, cuidou. Sem esperança nem fé. Le Cap-Vert, un chapelet d'îles au large du Sénégal, complètement à gauche là-bas. Este mar de rua, contava sem rua, vai aguentar tudo, força de sentimento, babó. Vou deixar perder luta. Foi ontem que amor nascer feliz, amor, mas hoje sem piedade vou espedaçar esse amor. Quando se dói, vou deixar na agonia. Sem esperança nem fé, sofre grande afronta, família e tudo. Ce morceau aussi, il me semble, en tout cas,
C'est un morceau très nostalgique, chargé de quelque chose qu'on pourrait trouver dans le fado, je pense. J'ai pas de morceau de fado ici, mais il me semble qu'il y a des couleurs qui ressemblent à ça. Un autre musicien lusophone, Bonga. Bonga qu'on peut voir en concert régulièrement, hein. Il est très actif même s'il a commencé dans les années 60. Musicien angolais. A mocinha está sozinha, a fera morta próxima. Sacrifícios aumentados redobram nosso parceiro. La Villiers a enregistré une chanson en duo, une très belle chanson en duo avec Bonga il n'y a pas très longtemps. Se um dia ao menos pudessem ver e ver. Na corrida para o poder, primeiro é o pão para se comer. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Filhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo contento. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Os velhos morreram cedo, seus filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma. L'Angola est frontalier avec, pas vraiment l'Afrique du Sud, mais pas loin, la Namibie, je crois. Un des rares pays à avoir été sous influence allemande. La Namibie, on disait le Namib, dans le temps, c'est ce pays-là. Et Ashur, ça veut dire influence allemande. En fait, influence allemande qui s'est arrêtée pour tous les pays que c'était le cas, s'est arrêtée après la guerre de 14, enfin après 1918. Il y a eu un partage des pays qui étaient sous influence allemande. Il y en avait quelques-uns, dont le Namib, ici, très proche de l'Afrique du Sud. On retourne, alors je vous promène un peu au hasard, comme ça, dans les pays, mais toujours en vous rattachant à la carte. On va faire un petit tour en Afrique du Sud, avec un morceau typique de la musique d'Afrique du Sud. Morceau qui a été repris dans les années 80 par Lizzy Mercier Les Clous. On avait fait une chanson qui s'appelait « Mais où sont passées les gazelles ?» Alors si ça peut vous rappeler quelque chose, on entendait beaucoup de Johnny Clegg à une époque, à la fin des années 80. Et cette musique-là est très proche de la musique de Johnny Clegg. La reprise très ressemblante. Attention, c'est parti. Elle a été enregistrée en Afrique du Sud aussi, en 84.
Zizi Mercier des Clous. Alors là, on reconnaît bien le morceau. Tout en fumant dans le noir un mégot ajouré. Des eaux chasses, le temps qui traversait la carapace. Je pensais au sommeil pour demeurer éveillé. Mais aucun fou soudain, je les ai entreaperçus. Ni au vent, elle déboulée a pris la battue. Elle tanguait sous les phares des autos effarouchés. Mais où sont passées les gazelles? 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 Dans le brin et lors de leurs yeux tous se bouleversés. Je riais aux éclats ensemble. On va faire un petit détour vers une région de l'Afrique qu'on n'a pas du tout abordée, qui n'est pas vraiment l'Afrique du Nord, puisque j'ai dit qu'on ne parlerait pas de l'Afrique du Nord, mais qui n'en est pas très loin, c'est l'Éthiopie, là, à droite. Donc vraiment ce qu'on appelle l'Afrique de l'Est. Et en Éthiopie, il y a un musicien qui s'appelle Mahmoud Ahmed, qui a eu son heure de gloire dans les années 70. Peut-être ça rappellera des souvenirs à certains d'entre vous. Un morceau qui s'appelle Ere Mela Mela. Donc de la musique quelque part orientale, entre guillemets. En 1974, il enregistre ça. Avec ce titre, il a accédé aux ondes françaises, peut-être pas de façon extrêmement large, mais il y a accédé, je m'en souviens. L'Éthiopie, donc, un des pays qui est déjà indépendant quand les autres pays africains accèdent à l'indépendance dans les années 50-60. C'est spécial, non? Mais ce Mahmoud Ahmed est un excellent musicien. Peut-être un mélange, je sais pas, de musique égyptienne et de jazz. Enfin, bon, comme ça, hein, sous réserve. Alors, on n'a pas du tout abordé la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui s'appelle toujours la Côte d'Ivoire, qui n'a pas changé de nom. Au contraire de la Côte de l'Or. La Côte de l'Or, elle est là. La Côte de l'Or, maintenant, c'est le Ghana. Ça s'appelait la Côte de l'Or en français, mais c'était la Gold Coast, en fait. Et maintenant, c'est le Ghana. La Côte d'Ivoire, par contre, c'est toujours appelé la Côte d'Ivoire. Autant des colonies, mais autant de l'indépendance également. Alors en Côte d'Ivoire, je vais vous faire écouter Monique Seka. Il y en a qui connaissent Monique Seka peut-être? Allez, on y va. Musique très proche du zouk.
mais ce n'est pas du zouk. Alors on est dans des musiques urbaines essentiellement, hein. Comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de musique traditionnelle. Par contre, c'est de la musique ivoirienne, ça. C'est vraiment de la musique ivoirienne. La Côte d'Ivoire, Abidjan. La Côte d'Ivoire a été longtemps un pays relativement calme en Afrique, hein. On peut, vu d'ici, faire la différence entre les pays, entre guillemets, tranquilles, et puis ceux dans lesquels on hésite à aller parce qu'il s'y passe des trucs. La Côte d'Ivoire était vraiment tranquille, donc jusque dans les années 90, puis à partir des années 90, ça se détériore sérieusement. Ça a commencé par des histoires d'élections, d'Alassane Ouattara qui pouvait pas être élu parce qu'il était soi-disant pas ivoirien, mais il était burkinabé, donc il y avait des histoires de nationalité qui venaient se mêler de tout ça, et puis ça a dégénéré en affrontement. Et de tout ça, on a la trace dans la musique ivoirienne, alors pas avec Monique Seka, c'est une musique, on l'a compris, une musique légère, hein, c'est plutôt des chansons d'amour, même si je ne sais pas ce que ça veut dire Missounois. Par contre, par exemple, Douk Saga, alors Douk Saga, il est beaucoup plus récent, il fait ce qu'on appelle le coupé-décalé. Coupé-décalé, c'est l'avatar le plus récent de la musique ivoirienne. Pas du zouk, coupé-décalé. Je vous montre la vidéo, là, puisque je l'ai enregistrée, et vous allez essayer d'écouter les paroles. Douk Saga, en fait... Ah, excusez-moi, il y a Monique Seka qui n'a pas fini son show. Voilà. Et ensuite la vidéo que j'ai remis au départ, ça vaut le coup. C'est parti. Les paroles, les paroles. Mais on danse quand même, hein. La situation est dramatique, mais on danse. C'est caractéristique, ça, de la musique africaine. Dans le mixeur, le malin venait juste frapper ma Côte d'Ivoire, le coup de fusil passif, le canon par là, tout s'étonnait, on nous annonce la mort des bocas. Vous sentez le drame qui se joue là, les affrontements, les armes. Cette nuit-là, on était choqués, on a beaucoup pleuré, ça faisait pitié, on était tous abattus, comme le Messie. Arriva un jeune homme avec son bataillon armé de joie et de gaieté. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il a créé?
Et le tout enrobé par une musique extrêmement dansante, coupé-décalé. Là, en l'occurrence, le coupé-décalé chinois. Ne me demandez pas pourquoi chinois, mais c'est le coupé-décalé chinois. Oui, je suis l'ambassadeur de la joie en Côte d'Ivoire, le messie de la joie en Côte d'Ivoire. Après avoir monté le coupé décalé, aujourd'hui je viens avec le coupé décalé chinois. Je viens avec la proclamation. Démonstration. Allez, DJ Pico, prenez la vue. Solo de décor. Décalé chinois. Vous dansez le coupé décalé? Un autre petit exemple de coupé décalé. Donc, coupé décalé musique contemporaine de la Côte d'Ivoire, Shipper. Shipper qui a un rapport, je crois, avec Dora l'exploratrice, mais je ne saurais pas dire exactement lequel. Arrête de shipper, c'est pas dans Dora l'exploratrice ça? Arrête de shipper.
Trop tard. C'était Conti DJ, donc un groupe de coupé-décalé ivoirien qui doit avoir une petite dizaine d'années. Mais le coupé-décalé reste une musique très, très présente en Côte d'Ivoire. C'est la musique urbaine du moment. Dans le domaine politique, toujours en Côte d'Ivoire, on a deux gars, Yodé et Siro, l'enfant Yodé et Petit Siro, je crois, quelque chose comme ça, donc un duo, et qui parlent eux aussi de la Côte d'Ivoire et des histoires d'ivoirité et du rapport avec le Burkina voisin. Burkina qui était avant la Haute-Volta. Au nord de la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina. Sa mère est ivoirienne, c'est l'enfant de Kaboré, Kaboré qui est burkinabé. Donc sa mère est ivoirienne, son père est burkinabé. Erico est né à Abidjan, sa mère est Mais ça ne nous empêche pas de danser toujours. Hein. de Kaboré, Kaboré qui est burkinabé. De père ou de mère, tu es ivoirien, trop de frustration à son égard. À 3 ans, il a connu le Burkina à cause de la tradition. Erico Kaboré, il a été par l'Afrique. Kindo Amel. Une musique proche donc, de celle-là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là c'est la musique ivoirienne depuis quelques morceaux, et cette musique elle est assez proche du soukous qu'on a entendu tout à l'heure. Par exemple, ce sont vraiment les musiques qu'on confond ici avec le zouk. Il y a une certaine ressemblance, c'est vrai, entre le zouk et le soukous, entre le zouk et la musique ivoirienne aussi, cette musique-là. Donc je vais vous faire écouter un morceau qui est un retour vers le Zaïre, un morceau léger qui a fait l'objet d'une reprise en France dans les années 90 par un groupe de rap qui s'appelait Bissona Bisso. Et le morceau c'est Deuxième Bureau, ou plutôt Ce n'est que ma secrétaire. Ce n'est que ma secrétaire, on imagine l'histoire. Ce n'est que ma secrétaire par Pamelo Munka. Pamelo Munka. Ce n'est que ma secrétaire. Là aussi, les paroles sont particulièrement croustillantes. Un morceau enregistré au début des années 80. Tu nous as vus et tu as voulu faire des histoires. Alors c'est moitié en français, moitié en lingala. Alors que je faisais rien de mal, je causais avec ma secrétaire. Deuxième bureau, cette chanson elle s'appelle tantôt Ce n'est que ma secrétaire, tantôt Deuxième bureau, parce que Deuxième bureau, en particulier au Burkina Faso, c'est comme ça qu'on appelle la maîtresse, quoi, le deuxième bureau. C'était les services secrets en France dans les années 30-40, le deuxième bureau.
n'y a rien entre elle et moi. Il éprouve quand même le besoin de se justifier. Hein. C'est louche. Congo, Pamelo Munka, il est congolais, donc sur la rive droite du fleuve Congo, la rive française, entre guillemets. Sur l'autre rive, on va écouter Loketo qui nous chante une jolie chanson d'amour dans laquelle vraiment les guitares, là aussi du soukous, les guitares sont très importantes. Rokiatou, Rokiatou c'est un prénom féminin. Une chanson d'amour. Rokiatou. Ça aussi, si vous avez l'occasion de chercher sur YouTube Rokiatou de Loketo, la vidéo elle est sympa. La chanson est zaïroise, mais Rokiato elle est malienne. Je sais pas pourquoi dans les chansons de Zaïre, les femmes elles sont souvent maliennes. Mystère. La guitare, toujours très haut placé, c'est le soukous. Et puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais vous faire écouter un autre morceau dans lequel la guitare est extraordinaire. Marc Corrigazoil, on l'a écouté tout à l'heure, non Marc Corrigazoil? Ah, Patrick s'en rappelle. Donc j'en ai un autre, ne t'inquiète pas. C'est un morceau de Papa Wemba qui s'appelle Kao Koko Korobo. Papa Wemba, peut-être ça vous dit quelque chose, musicien zaïrois, contemporain. Le rossignol zaïrois. Alors ce morceau est sympathique parce que il a une introduction comme ça assez longue, bien composée, mais pas encore très speed comme peut l'être parfois le soukous. Et puis à un moment, je l'ai noté là, à 2 minutes 50, la fusée décolle. Je vais vous faire écouter ce moment-là. Puis après on se quittera. Alors 2 minutes 50. Voilà, là ça s'est un petit peu accéléré, mais c'est pas encore tout à fait ça. 30 secondes pour le décollage. Donc le décollage, c'est quand la guitare va revenir au premier plan. 10 secondes. J'espère qu'entre autres vous aurez apprécié le soukous un peu plus qu'auparavant, et peut-être comme je l'apprécie moi. Écoutez du soukous, il y en a plein, ça change tout le temps, ça évolue. C'est une musique vraiment vivante et dansante, bien sûr. Dans vos soirées, pensez au soukous.
sur une semaine. Attendez, oui, c'est terminé, je vais baisser la musique. Parce que si vous avez quelques interventions à faire... Oui, je vous écoute. D'abord, un grand merci à Eric. Quand même.